Va-t-on vivre le renouveau de la Ligue 1? Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast pour la dernière preview de la saison. Les 4 championnats sont faits, on a gardé le meilleur pour la fin, le plus grand championnat du monde, la Ligue 1 évidemment. La Ligue des Talents où il y a pas mal de choses à dire, que ce soit la situation de pas mal de clubs qui vont être assez intéressantes, on va en parler évidemment. Mais aussi Ligue 1 Plus qui arrive et avec un gros questionnement là-dessus sur les droits TV, sur la pérennité de Ligue 1 Plus. On va en parler dans le récap et je vous propose d'ailleurs de démarrer de suite par le récap 2024-2025. Allez, attaquons de suite avec Ligue 1 Plus, là maintenant que je vous mets le classement sous les yeux. Un gros changement, je pense, à venir, cette décision qu'on attendait quand même depuis quelques saisons, les droits télé en Ligue 1 qui était un sujet assez complexe depuis quelques temps. On se souvient de Mediapro, DAZN également du coup qui avait repris l'an dernier. Et ça a été un échec quand même pour cette Ligue 1, pas mal d'images assez désastreuses, des échanges entre présidents, on se souvient des échanges notamment entre Nasser Al-Khelaifi et Jean-Pierre Caillot, c'était assez désastreux. Heureusement, une solution a été trouvée et je pense que c'est la bonne et ça peut être vraiment très pertinent à long terme, je pense, d'avoir une plateforme comme ça. Enfin, c'est une plateforme, je pense, où il faut mettre en valeur le championnat, où on va tout retrouver et je pense qu'ils vont faire du travail qui va être bénéfique, que ce soit en termes d'images fortes et historiques de la Ligue 1, des petits reportages comme ça qui peuvent être intéressants, des insights dans les clubs aussi, donc ça peut être très très bénéfique, je pense, à long terme cette plateforme, même si à court voire moyen terme, je pense qu'il va falloir serrer la ceinture côté club de Ligue 1, parce qu'en termes financiers, je pense qu'ils ne vont pas forcément s'y retrouver de suite, mais on a une formation à continuer de mettre en valeur et qui va permettre de compenser, je pense, cette petite perte financière, et j'espère qu'à terme, le financier et le sportif pourront pérenniser, et je pense que ça sera une bonne chose à terme, je pense, ce format Ligue 1+. Malgré tout, on n'est pas là pour parler d'économie, on parle purement sportif à partir de maintenant. Et on démarre avec la Ligue 1 2024-2025, petite rétrospective, avec le Paris Saint-Germain qui a vécu la plus belle saison de son histoire. Pour le titre en Ligue 1, c'était qu'une formalité puisqu'il y a eu le titre en Coupe de France, la fameuse victoire en Ligue des Champions, tant attendue, une sacrée victoire en plus 5-0 face à l'Inter. Un très beau parcours, un jeu vraiment très pertinent de la part de Luis Enrique. On reviendra dessus évidemment après, mais une sacrée équipe construite par le PSG. Enfin récompensée sur la plus belle scène de toutes, donc content malgré tout pour le club, même si je ne suis pas supporter. Derrière tout ça, derrière cette belle histoire, on a Marseille qui a fini deuxième, qui continue de pérenniser son projet là aussi. On reviendra évidemment sur leur cas juste après. Donc pour la première de De Zerbi, c'était une plutôt bonne saison. Monaco pour compléter le trio, Nice qui finit peut-être un petit peu de manière inattendue, quatrième, parce que bon, je pense que la saison qui arrive va être plus compliquée, mais qui finit quatrième avec une prestation désastreuse en barrage de Ligue des Champions. Lille et Lyon pour compléter le top 6, juste devant Strasbourg qui était le malheureux de la dernière journée, mais qui a quand même réussi à accrocher la place européenne avec les histoires des places en plus, avec les Coupes de France, etc. Machin. Donc tant mieux pour Strasbourg et le petit Chelsea qui finit 7ème. Lens 8ème, Brest 9ème, voilà. Et ensuite au niveau de la descente un petit peu plus bas dans le classement, on voit que ça a été une saison un peu compliquée pour Rennes qui a fini 12ème. Saint-Etienne et Montpellier qui descendent. Montpellier c'était évidemment attendu vu la saison des 50 ans absolument catastrophique. Et Saint-Etienne qui, voilà, malheureusement il fallait un club qui descendait en plus, ça a été pour Saint-Etienne, le promu, ça n'aura pas été suffisant. Je pense qu'il y avait des ingrédients intéressants, mais ça n'aura pas été suffisant. C'est un club qui pourra peut-être faire l'ascenseur, je pense. Mais on verra ça en fin de saison. Mais bon, dommage pour eux, ça aurait été cool de revoir des derbies du Rhône un petit peu plus souvent. Et du Rhône, derby de la région. Parce que du Rhône, le Rhône passe pas à Saint-Etienne. Et je termine du coup par Reims, 16ème. Très dommage pour Reims, qui est un club qui pouvait ambitionner de bien meilleures choses, qui a perdu pas mal de joueurs, notamment en janvier, avec Gbadou et Mounetti, qui étaient partis au Wolf, et ça a été la saison des dégringolade. Ils ont malgré tout fini en finale de Coupe de France face au PSG, qu'ils ont perdu. Ils ont derrière perdu ce barrage face à Metz pour accéder pour soit se maintenir en Ligue 1, soit pour Metz pour monter, du coup, qui est monté, avec un super match, avec un très beau but de Gauthier Hein, on s'en rappelle.
Et voilà, Reims, ouais, projet un peu catastrophe au final. On verra s'ils vont réussir à remonter. J'espère pour eux parce que ça reste un club qui avait de l'ambition. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et je vous propose de démarrer de suite par le tour d'horizon des clubs. On va démarrer par les clubs que je vois en difficulté, mais aussi par les promus que je vais vous présenter. J'ai oublié juste avant de passer sur les promus, un petit mot sur les coachs, parce que c'est vrai qu'on faisait ça à chaque preview, où on voit qu'on n'a eu que 2 changements cet été avec Pierre Sage et Luis Castro, donc pas de gros bouleversements à part ça. Et globalement, bon, on a quand même un peu plus de changements sur ces 2-3 dernières années. Hein, on voit que pas mal de coachs qui sont là, qui vont entamer leur 3e saison. Donc ça va être intéressant de voir ces projets se pérenniser une année de plus. Il y a aussi pas mal de coachs également qui ont changé dans la saison, au cours de la saison dernière, ou juste au début de l'été dernier. Donc notamment avec De Zerbi, Francaise, Digard. Pas mal de coachs qui entament du coup soit leur vraie première saison, soit leur 2e saison pleine. Donc ça va être sympa, je pense. Allez, on attaque avec le FC Metz, du coup j'en ai parlé. Premier promu, hop, je me monte un petit peu la luminosité parce que je ne vois rien. Premier promu côté FC Metz que je vois un petit peu en danger également, club habitué à faire l'ascenseur. Donc au niveau du mercato, ils ont quand même perdu des noms, notamment Mathieu Idol ou Atta qui est parti du côté de l'Udinese. Ils ont récolté un petit peu d'argent. Et après derrière, l'effectif me semble un peu léger. Je pense qu'ils pourront proposer de belles choses, même s'ils démarrent très très mal. Là du coup on fait cette preview avec déjà 3 matchs de Ligue 1. 0 points pour le FC Metz. Ils ont malgré tout gardé le crack Gauthier. Mais ouais, je suis pas le plus convaincu par cet effectif du FC Metz que je trouve un peu court à des endroits. Il y a Boubacar Traoré qui est arrivé en prêt des Wolves. Ici, ils ont pris Fodé Ballo-Touré en défense qui est arrivé libre. Il y a quelques petits achats sur cette fenêtre de transfert. Mais je trouve l'effectif un petit peu court. Il y a Habib Diallo qui est revenu en Ligue 1, lui qu'on avait vu bien performer du côté de Strasbourg. Donc à voir où il en est, où en est son niveau. Mais bon, ce sera une affaire à suivre. Je crois qu'il arrive en fin de mercato, si je dis pas, c'est ça, 31 août. Donc on va suivre tout ça côté FC Metz, mais je ne suis pas le plus emballé par ce club-là, qui avait notamment perdu Lamine Camara, on s'en rappelle, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, non, l'été dernier. L'été dernier, ils l'ont perdu. Enfin, je vérifierai tout à l'heure quand on sera sur Monaco, parce que je ne me souviens plus exactement de sa date de transfert. Le Paris FC, là aussi un promu, un projet qui a fait grand bruit côté Paris FC. Et je pense qu'il va falloir être un petit peu patient avec ce club. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai regardé l'effectif, je me suis un petit peu renseigné sur où en était le club. Je pense que déjà se maintenir, ça va être une bonne chose. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour. Ils ont pris du coup sur cet été, ils ont pris Kevin Trapp avec cette fameuse histoire de Manquina ou d'Egeri LVMH, je ne sais plus trop, mais bon, c'était assez drôle. Ils ont pris Otavio de Porto. Ils sont allés prendre quelques joueurs de Reims. Ils ont pris Amari Traoré, ça c'est une très bonne recrue, un très bon joueur je trouve, Amari Traoré, qui était un des rares bons joueurs à performer du côté de la Real Sociedad, qui ne va pas très bien malheureusement. Pierre Lesmelou au milieu, c'est évidemment un très bon achat. Ils ont pris Moses Simon en début de mercato, c'est un dossier qui avait un petit peu traîné. Ça s'est fait au final, mais bon, ça aussi c'est un très bon achat. Joueur qui connaît le championnat, donc il n'y a rien à dire. Jonathan Iconé pareil, qui était au LOSC avant. Et William Goebbels qui est arrivé devant. Donc bon, des noms qui connaissent bien la Ligue 1. Je pense qu'il va falloir être patient. Côté Paris FC, il y a des bons joueurs, évidemment. Ilan Kebal, super joueur de ballon. Donc il y a des valeurs plutôt sûres que tu as fait venir. Tu as un effectif de qualité. Maintenant, je pense que ce sera compliqué d'ambitionner trop pour une première saison, sachant que tu n'as pas fait Abli notamment. Donc il faut laisser du temps à ce projet. Moi, j'y crois, mais laissons du temps au Paris FC. Je pense que ça pourra être intéressant au bout peut-être de 2-3 saisons si le club arrive à se structurer et à rester en Ligue 1 déjà. Enchaînons avec Lorient d'abord, que j'ai pas mis dans l'ordre. Hop là, voilà. Le dernier promu du coup, Lorient, qui là aussi fait l'aller-retour. Côté Lorient, je pense que ça va être une saison un peu galère. Un club qui est capable de mettre pas mal de buts, on l'avait vu contre le Stade Rennais avec ses 2 cartons rouges notamment. Mais un club qui peut aussi pas mal encaisser. Donc on va voir ce que ça va donner pour l'équipe de Pantaloni.
Au niveau du mercato, très très peu de dépenses. Un effectif pas trop mal quand même. Bamba Dieng qui revient, je crois. Il était à Lorient, Bamba Dieng avant. Ouais, c'est ça, il était déjà à Lorient. Je dis pas trop de bêtises, ça va. Ouais, du coup, Théo Lebris également, le fils de Régis, qui arrive de Guingamp. Un effectif pas trop mal. En défense, des noms qu'on connaît comme Talbi ou Bamomeite. Mvogo qui est toujours au cage. L'effectif connaît la Ligue 1, je pense. Il y a moyen de s'en sortir. Laurent Abergel, le capitaine, pardon, évidemment toujours là. Makengo au milieu. Il y a des valeurs sûres, on va dire, côté Lorient. Maintenant, attention quand même, parce que ça va être chaud. Ça va être chaud, parce que la Ligue 1, c'est un championnat qui défend bien. Et si tu commences à un peu trop encaisser, demande aux Girondins de Bordeaux il y a quelques saisons, ou demande à Montpellier l'an dernier. Quand tu commences à beaucoup encaisser, ça commence à être compliqué. Et j'ai un peu peur que côté Lorient, ce soit ce problème-là. Donc ouais, va falloir être bien vigilant côté Lorient. On l'a vu notamment le carton pris face au LOSC sur la dernière journée. 7-1 à domicile, ça fait mal. Et ça peut être une défaite qui fait mal au casque à terme. Donc ouais, peut-être que si j'avais fait cette preview juste avant le début du championnat, j'aurais pas eu le même discours. Mais là, après 3 journées, c'est vrai que ça m'inquiète un peu quand même, Lorient. Surtout après cette grosse défaite face à Lille. Côté Angers, un club qui malgré tout arrive à se stabiliser du côté de la Ligue 1. Donc là aussi, côté Angers, ça n'a pas trop bougé. Il y a encore quelques joueurs qui sont montés du centre de formation. Ils ont pris Hervé Kofi en prêt. Ils ont pris Louis Mouton, du coup, qui restait en Ligue 1, qui était à Saint-Etienne. Ils ont surtout perdu Esteban Le Paul en fin de mercato. Donc très dommage, sachant la qualité du joueur. Tu ne l'as pas forcément remplacé non plus. Et tu n'as pas forcément ce qu'il faut dans l'effectif. Donc ça va être compliqué. C'est dommage parce que tu avais quand même pris 4 points sur les 3 premiers matchs. Avec notamment le match nul, justement face au Rennes de Esteban Le Paul qui avait marqué. Donc je pense que ça reste une équipe qui peut être un petit peu complexe à manier à domicile, quand ils sont à domicile. Mais Angers, il va falloir être sérieux toute l'année, il va falloir être assez consistant. Il y a, je trouve, quand même des bons candidats à côté au maintien, donc peut-être qu'avec cette physionomie-là, ils peuvent s'en sortir. Mais du côté du SCO, il va falloir être, je pense, très vigilant. Et dernier club sur lequel je m'inquiète un petit peu, c'est Le Havre, qui est handicapé clairement par ses problèmes financiers. On voit encore une fois un mercato quasi nul en termes de dépenses. Tu n'as rien dépensé, tu as juste vendu un joueur pour 1 million d'euros. Mais malgré tout, avec le matériel qu'ils ont, ils arrivent à produire de belles choses. Donc on va voir ce qu'ils pourront faire. Ils ont malgré tout pas mal bougé, pas mal d'arrivées libres de joueurs en prêt. Notamment par exemple Reda Kadra qui était du côté de Reims, qui arrive en prêt. Donc c'était pas un mauvais joueur, je crois qu'il avait une grosse blessure il y a 1 ou 2 ans. Donc je pense que ça peut être sympa côté Havrais. Il y a des joueurs qui connaissent bien le championnat là aussi évidemment. Didier Digard, deuxième saison pleine, donc on peut être pas exigeant, mais je pense qu'il peut proposer de belles choses. Et ouais, je m'inquiète un peu quand même parce que quand tu es autant limité financièrement, ça se répercute forcément un petit peu sur le terrain. Et je pense que la saison va demander beaucoup d'implication, beaucoup de sérieux. Et il va falloir être solide dans les têtes côté Havrais. Donc voilà un petit peu ce que j'ambitionne pour ce bas de classement de Ligue 1. Lorient, pour les promus, il va falloir être costaud, notamment côté de Lorient et côté FC Metz. Et après Angers, Havre, et peut-être Paris FC, je les vois batailler un petit peu, mais être quand même assez serein au niveau du maintien. Mais bon, écoutez, on verra, et je vous propose de passer dans la catégorie suivante avec les clubs à surveiller. Allez, on va enchaîner sur les clubs à surveiller, et il y a du positif et du négatif à dire un petit peu partout. On commence par le FC Nantes, et je vais avoir un œil sur ce club, je pense, cette année, avec notamment évidemment la nomination de Luis Castro, qui a l'air d'être un coach assez intéressant, donc on va voir ce qu'il pourra proposer. Et forcément, quand on pense au FC Nantes, on pense à Mathis Sabline, qui est resté, mine de rien. Je n'ai pas du tout misé sur ça en début de mercato, mais malgré toutes les sollicitations, Nantes en demandait un petit billet quand même, et il a fini par rester, donc tant mieux pour le club, qui a quand même perdu pas mal de monde. Moses Simon en a parlé, Nathan Zézé également parti pour 1 million d'euros. Ils ont bien encaissé, par exemple, évidemment, Pedro Chirivella qui était là depuis quelques temps, Castelletto,
Ça leur a permis d'encaisser quasiment 40 millions d'euros. Au vu de la situation avec les droits télé, à court terme, c'est une très bonne chose d'avoir pris un petit peu d'argent sur cette fenêtre de transfert. Ils ont un effectif sympa, ils ont pas mal bougé en défense, avec là aussi des joueurs du centre qui sont montés. On va voir comment toute cette petite sauce va prendre. Ils ont pris parmi les non connus Nicolas Kozza qui était à Montpellier avant, qui était du coup à Wolfsburg en Allemagne. Anthony Lopez toujours présent dans les cages. Une défense qui a bougé, quelques recrues au milieu également, avec Junior Manga, Johan Le Penant qui arrive de l'OL. S'il a un peu plus de temps de jeu, je pense que ça peut être... J'ai le micro qui me gratte, ça arrive. Johan Le Penant, s'il a un peu plus de temps de jeu, ça peut être intéressant. Et un effectif pas trop mal, je trouve. Il y a des choses sympas côté nantais, et si Luis Castro arrive à bien bouger tout ça, je pense que ça peut être un club un petit peu embêtant à jouer et qui manie bien le ballon. Donc j'exclus pas de voir de belles choses du FC Nantes. Je vais pas m'aventurer à les pronostiquer un top 8, ça n'aura pas de sens, je pense. Je pense que ça peut être un club assez solide en milieu de tableau et qui peut peut-être, si Luis Castro arrive à rester, si l'Equita pour une fois arrive à garder un peu de stabilité au niveau de la structure, peuvent ambitionner quelque chose d'assez sympa. Allez, peut-être d'ici 2-3 ans, si les clubs travaillent bien. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Pareil côté toulousain, où là je serais peut-être un tout petit peu plus ambitieux côté toulousain, parce que c'est, mine de rien, quand on regarde, l'effectif est pas mal. T'as là aussi un coach vraiment intéressant, Carles Martinez, l'espagnol, qui propose là aussi de belles choses. On l'a vu notamment contre le Paris SG, même si bon, à la fin ça fait 6-3, bon, au moins t'as proposé du beau jeu et t'as proposé même un très beau visage, je trouve. Quelques pertes avec notamment Canvo parti du côté de Crystal Palace ou Abourlal parti du côté du Torino. Gabriel Soiseau également parti du côté de Séville, Babika, donc il y a eu quelques pertes. 40 millions également, donc quasiment comme le FC Nantes. Et quelques recrues sur le mercato, notamment devant, tu as eu quelques achats, notamment pour entourer Gbo et Magri. Donc ça fait une ligne d'attaque assez sympa. Le milieu et aussi en défense, on voit qu'il y a pas mal de joueurs du centre qui sont montés et on sait que Toulouse ça forme bien, donc on va garder un œil sur tous ces petits gars, sachant que tu as des valeurs sûres comme Caceres au milieu, comme Charlie Cresswell derrière, Guillaume Rest qui est toujours là dans tes cages, qui mine de rien une valeur qui commence à être un petit peu sympa. Donc je sais pas trop s'il bougera un jour, mais je pense que oui quand même à 20 ans. Mais on va suivre évidemment une saison de plus de Guillaume Rest côté TFC. Et là, je pense que ça peut être une belle saison. Ça peut être une belle saison pour eux. Donum également, hop, dans les noms que j'ai pas cités. Donc je pense que ça peut être une belle saison côté TFC. Je m'aventurerai pas trop non plus parce qu'il y a quand même pas mal de grosses équipes devant. Mais ça peut être un peu à l'image du FC Nantes, une équipe assez embêtante à jouer, je pense. La JOCR, je me pose des questions sur eux. Si vous avez des réponses, je suis preneur parce que je les trouve un petit peu moins saignants que l'an dernier. Je sais pas ce que vous en pensez. On sait que l'an dernier, ils avaient été assez actifs sur le mercato. Il y avait eu des bons joueurs comme Ahmed Traoré notamment. Je suis un petit peu moins ambitieux cette année pour eux. Il y a quand même des bons joueurs, Sinayoko notamment. Ils ont aussi un petit peu recruté, que ce soit Ibrahim Osman qui arrive en prêt de Brighton, El Azouzi de Bologne. Il y a eu quelques petits achats en Ligue 1 ici. Après, grosso modo, la structure de l'effectif est restée un petit peu la même. Tu as eu quelques départs. Christophe Pellissier est un bon coach, mais j'ai un sentiment un petit peu différent par rapport à l'an dernier sur Auxerre. Je le trouve un petit peu moins saignant. Bon, je sais pas, c'est peut-être trop personnel. Peut-être que je me trompe un petit peu sur l'analyse. C'est pas non plus un des clubs que je connais le mieux. Je vais pas non plus mentir, mais d'un point de vue extérieur, je suis un petit peu inquiet pour Auxerre. Je les vois peut-être un petit peu plus bas que l'an dernier. Et peut-être attention au maintien aussi côté Auxerrois. Même s'il y a des candidats plus sérieux au maintien, je pense que va falloir être vigilant côté Auxerre parce que je les vois un petit peu moins forts que l'an dernier. Même s'il y a des joueurs vraiment très intéressants à suivre dans l'effectif. Et je le répète, mais Sinayoko, je pense que ça peut être une belle saison pour lui. Mais ouais, attention à surveiller Auxerre. De toute façon, on est dans cette catégorie de clubs à surveiller. Et là, ça va être à surveiller, mais de manière un petit peu plus négative. Côté Stade Brestois, par contre, je vois une saison vraiment milieu de tableau, pas plus, pas moins. Parce que même si ça a été très compliqué de dépenser, on a vu
que l'argent qu'ils avaient gagné avec la LDC, ils n'ont pas pu le dépenser, parce que forcément avec les droits télé, tu avais des pertes, enfin tu as un manque à gagner qui est un petit peu conséquent pour les clubs. Tu as quand même un petit peu vendu, notamment à ton rival Rennais, donc entre l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Quelques petits départs, Pierre Lesmelou, Madi Camara, Lilian Brassier, c'est quand même pas des noms insignifiants. Tu as perdu ton gardien Marco Bizot. Quelques achats également, tu as évidemment gardé Eric Roy. Au niveau de l'effectif, du coup tu as pris Majeki à l'AS Monaco. Sur la défense, ça n'a pas trop changé. Globalement, au milieu, tu as eu des renforts intéressants. Chotard, Touzard, Dina Ebembe, Ludovic Ajorc encore là devant. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Tu as toujours Del Castillo, Mama Baldé, Doumbia. Tu as de la qualité. Au milieu, tu as Maniti toujours présent. Même si tu as perdu Lesmelo et Camara, je pense que ça peut s'en sortir côté brestois. Mais je pense que ça peut pas viser beaucoup plus haut que le milieu de tableau, malheureusement. Il y a de la qualité pour se maintenir là aussi. Mais je vois vraiment une saison, j'allais dire lambda, le terme est peut-être un petit peu méchant, mais une saison un petit peu neutre côté brestois. Je ne le vois pas aller beaucoup plus haut que la 9-10e place. Un club, et qui est le dernier club à surveiller, où je m'inquiète pas mal, c'est côté OGC Nice, parce que je trouve le mercato désastreux. Franchement, je pense que quand tu es un Niçois, là, après ce mercato-là, tu dois être sacrément déçu. Todibo, bon, son achat, je crois qu'elle était obligatoire du côté de West Ham. Tu perds Evan Guessant, qui était ton meilleur offensif. Tu perds Marcin Bulka. Tu perds Buonani, Pablo Rosario. Et derrière, les achats sont vraiment pas convaincants. Evan Diouf est un très bon gardien, ceci dit. Donc ça, là-dessus, tu perds pas au change avec Marcin Bulka. Défensivement, ça serait bien peut-être un jour de renouveler Dante ou ce genre de choses, parce que je trouve que défensivement, moi, ça me fait pas trop rêver le GC Nice. Sachant que tu as un Jonathan Klaus qui était quasiment sur un siège éjectable, qui a failli partir, enfin siège éjectable, qui était en instance de départ sur la fin de mercato, ça ne s'est pas fait écouter Leverkusen. Donc il va falloir le remotiver et le remettre à fond dans le projet. Au milieu, je suis pas toujours très convaincu. Saïd Boulsamène à Lens, c'était coup-ci coup-ça. Van Out, on va voir ce que ça vaut. Ndombele qui est très souvent blessé. Boudaoui qui est un bon joueur quand même malgré tout. Il y a des joueurs sympas, mais pareil devant, tu n'as pas remplacé Guessant. Tu as des joueurs fragiles comme Alicho, Terem Moffi, Sofiane Diop et Jérémy Boca toujours présents. Donc franchement, ça me fait un peu de peine pour Franquès parce que c'est un bon coach. Mais bon, on sait qu'Ineos, la gestion et eux, c'est assez compliqué. Et en fait, tout l'argent, tu as 75 millions d'euros de plus-value que tu t'en es même pas servi un petit peu, quoi. Enfin, l'effectif ne me convainc pas. Sur les achats, je m'interroge beaucoup, des joueurs que je connais absolument pas. Donc ouais, moi le GC Nice, ça me rassure pas. Je vais pas abuser en disant qu'ils vont descendre. Mais je suis déçu, je suis très déçu de GC Nice. Je suis vraiment très déçu. Donc bon, on va voir à l'image de toute façon de ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, mais je suis assez déçu. J'espère me tromper, mais je pense que la saison va être rude. Enfin, au vu de la concurrence, je pense que la saison va être rude. Enfin bref, voilà, on reviendra sur eux quand je donnerai un petit peu mes pronos en fin de vidéo. Et je vous propose d'enchaîner avec la course à l'Europe, parce qu'il y a des choses à dire. Course à l'Europe, on est parti et on commence par un club que j'aime bien, le RC Lens. Et j'aime bien la Mercato. J'aime bien la Mercato côté RC Lens, même si tu as des pertes. Kevin Danso, parti définitivement du coup à Tottenham. Facundo Medina, tu perds pas mal de monde en défense. Tu perds au milieu avec Andy Diouf, parti sur la fin du Mercato. Je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs à ça. Parti à l'Inter. Et Nel Ainaoui, parti à la Roma. Zaoro est parti également en prêt. Pierre Sage a été nommé à l'intersaison. Et le Mercato est sympa. Le Mercato est plutôt sympa, je trouve. Robin Reiser, je vais regarder. Je l'ai pris sur mon petit gazon si jamais. Donc j'espère qu'il va faire une bonne saison. Je l'ai pris avec Lucas Chevalier. Donc bon, je suis plutôt assuré mes cages, mais j'espère qu'il va performer. Mais non, blague à part, je pense que c'est plutôt un achat sympa à 20 ans. Je pense qu'il a et un coach et un club pour bien se développer. Sur ta défense, Jonathan Gradit évidemment toujours présent. T'as Malang-Sarr qui performe pas trop mal, je trouve. Je suis assez content pour lui. Je trouve qu'il s'est plutôt bien fait. Il a plutôt trouvé chaussure à son pied côté RC Lens.
Baidou, on va suivre tout ça. Selik également. Je pense que voilà, ça peut être assez sympa. Il y a des jeunes. On sait notamment que Kouchenov, ça avait très très bien marché. Donc est-ce qu'il y a le prochain Kouchenov là-dedans? Peut-être. Mais je pense que sur ta défense, même si tu as évidemment perdu deux de tes trois gros titulaires, ça peut continuer de performer, sachant que tu avais un petit peu anticipé avec le Langsar notamment. Sur tes pistons, Mathieu Hudol est un très bon achat, je trouve. Tu as des mecs qui connaissent le métier avec Aguilar, Machado, Chavez, même s'ils sont blessés. Je pense que ça peut performer pas mal là-dessus. Sur les pistons, je suis pas trop inquiet, sachant que tu as toujours le couteau suisse Forin Sotoka qui peut dépanner. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. L'entrejeu s'est un petit peu affaibli, forcément, quand tu perds El Ainaoui et Andy Diouf. Mais tu as des jeunes, bien entourés par Thomasson également, donc du renouveau à ce niveau-là. Et je pense que ça peut être pas mal, parce que le club aussi démarre très très bien en championnat, avec 6 points en 3 journées. Donc je pense que cet entrejeu peut retrouver un petit peu de lien. De toute façon, il faut redémarrer tout ça. Mais je suis pas le plus inquiet à ce niveau-là. Et devant, tu as pas mal renouvelé avec Abdallah Sima, Bermond, Guy Lavogui, Florian Thauvin, Hudson Edouard, là aussi des Français assez expérimentés aussi, donc ça peut être assez intéressant. Aux côtés des Wesley Saïd et Florent Sotoka, ça marche plutôt bien sur le début de saison. Sur le dernier match, ils ont battu Brest à domicile de 3-1. Toujours ce 3-4-3, 3-4-2-1, toujours bien présent. Et je pense qu'on va les accompagner, nos amis nançois. Et ça peut être une belle saison pour eux, pourquoi pas retrouver l'Europe, ça pourrait être un bel objectif. Et je serais assez ambitieux pour Lens. Je vois une belle saison pour eux et je les verrai bien européens en fin de saison. Ça me ferait plaisir parce que c'est un club qui travaille bien et c'est un club qui mérite, je pense, de retrouver l'Europe. Un gros dossier, l'Olympique Lyonnais. Là aussi, il y a des choses à dire. Évidemment, un club qui a failli descendre en Ligue 2. Bon, ça aurait été un cataclysme, je pense, pour le foot français et pour la ville de Lyon. Heureusement, j'ai envie de dire, ils sont restés en Ligue 1 parce que Michel Kang a fait un super boulot et a aligné pas mal de Kishita aussi, je pense, pour assurer la DNCG. Ils ont réussi à avoir ces fameux 100 millions d'euros sur le marché des transferts avec la vente de Mikko Todze en fin de mercato, assez déchirante quand même, ça fait assez mal au cœur. Mais je pense qu'il reviendra et j'espère qu'il va aussi bien performer du côté de Villarreal. Paulo Fonseca, on pouvait s'inquiéter avec cette suspension, mais ça marche très bien. Je trouve qu'il fait vraiment du très très bon travail. Et c'est à souligner. Et même si tu as eu des grosses pertes avec Cherki, Lucas Perry, Benrama, Kaleta Char, etc., donc Mikko Todze, on vient d'en parler. Les recrues, je suis le premier surpris que ça marche aussi bien. Dominique Greff qui arrive de Mallorca. On en avait parlé sur la preview Liga. Aurel Mangala qui est revenu. Peut-être qu'il partira cet hiver, je sais pas. Tyler Morton qui est une super réussite. C'est vraiment un super joueur. Franchement, son début de saison, c'est assez bluffant. Donc, très très bon coup réalisé de shipper le joueur à Liverpool. Pavel Souk et Karabek qui arrivent également de joueurs tchèques. La République tchèque qui a toujours des bons joueurs de ballon. Donc, ça va être assez intéressant. Des joueurs qui démarrent bien. Devant, il y a Rachid Ghezal qui est arrivé là, il y a quelques jours, je crois, qui est arrivé libre. Donc très curieux du retour de Rachid Ghezal du côté de l'OL. Il avait un très bon pied gauche. Et Satriano qui est arrivé en prêt du coup pour compenser le départ de Mikko Tadze. Donc pas le plus emballé, ça avait pas très très bien marché jusque-là. Mais bon, si tu as un neuf devant qui peut planter, avec des bons joueurs de ballon autour de lui, ça peut faire le taf, ça peut mettre peut-être sa dizaine de buts, je sais pas si c'est ambitieux de dire ça, mais pourquoi pas, ça serait cool pour l'OL d'avoir un buteur à une dizaine de buts devant, sachant que tu as Enzo Molébé qui a l'air d'être assez costaud. Donc il y a pas mal de joueurs sympas, il y a Nouama qui va revenir de blessure également, ça va faire du bien. Ralis Mera au milieu, on va tellement l'accompagner, ça va être vraiment très très fort ce petit gars. Tanner Tessman aussi, deuxième saison au club, on va voir. Et globalement, une équipe qui éveille énormément ma curiosité. Je suis très curieux autour de l'OL cette année. Est-ce que ça va durer? Parce que c'était sur un 9 sur 9 pour l'instant. Comment ça va se passer? Comment tu vas gérer le double calendrier avec l'Europa League? J'ai plein de questions sur l'OL.
Et je pense qu'on peut être ambitieux côté lyonnais. Malgré tout ce qui s'est passé, je pense qu'on peut être ambitieux. Et j'espère que ça va être le renouveau de la formation lyonnaise et ça fera pas de mal au club. Le LOSC, et je vais être très très positif sur le LOSC, parce que même si tu as eu des grosses pertes là aussi, Jonathan David, Lucas Chevalier, Bafoli Diakité, Zegrova, Angel Gomez, rien que ça, tu as 5 gros noms. Et si on va plus loin, tu as perdu Goodmunson, Illich, Virginius, Kabela, il y a eu énormément de départs côté lillois. Tu as fait un très bon mercato, encore une fois. Ils sont vraiment très forts, Lille, je trouve, sur le mercato. Tu as 110 millions de revenus, ce qui est très bien. Tu as dépensé un tout petit peu moins de 40 millions et qu'on va faire un petit tour d'effectif et on voit que c'est vraiment, vraiment sympa. Au goal, beaucoup je connais pas, Arnaud Bauder et Berkey Ozer. On verra, je vais pas m'aventurer, je les connais pas. Mais s'ils ont été pris par la cellule du LOSC, c'est que c'est des bons joueurs. Sur ta défense, tu as toujours Alexandro. Peut-être dernière saison, je ne sais pas. Que tu as entouré avec Mbemba qui revient en Ligue 1, avec Ngoy qui peut être un prospect sympa. Tu as toujours Aïssa Mendy qui est dans ton effectif. Donc tu as 4 joueurs de qualité, je pense. Sur tes latéraux, Romain Perrault qui connaît le championnat. Je n'ai pas mentionné Raphaël Fernandez également et Ousmane Touré en défense centrale. Sur tes latéraux, du coup, Romain Perrault et Verdonk qui arrivent sur le côté gauche. Thiago Santos, j'espère qu'il va vite revenir de blessure, qui s'était fait les croater l'an dernier. Joueur assez intéressant et j'ai hâte de le revoir performer pour amener un petit peu de concurrence à Thomas Meunier. Donc sur ta défense, même si beaucoup de changements et de blessures avec notamment Thiago Santos, je pense que ça va rouler. Ça va rouler côté lillois. Sur ton milieu, tu es toujours assez solide. Bentaleb, André, Boadi, André Gomez, c'est costaud. Et t'as Mbappé aussi qui est blessé, qui va revenir. C'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Et devant, c'est sympa, côté lillois. C'est vraiment sympa. Haraldsson qui commence à plutôt bien performer, je trouve. Fernandez Pardo qui est un très bon joueur. Sarawi également. Tu allé prendre Félix Correa qui peut faire une très belle saison, je pense. Broholm également. Et tu as surtout pris Igaman qui a l'air d'être un top joueur. On l'a vu encore là. Je sais plus quand on jouait le Maroc, si c'était dimanche. Je sais plus, mais j'ai vu un petit résumé. Et il a l'air d'être vraiment très costaud, ce Igaman, qui a été buteur, je crois, sur son premier match avec le club. Je crois buteur ou double buteur. Double buteur, c'est ça. Double buteur face à Lorient. Donc je pense que ça va être une très très belle promesse. Et à 22 ans, ça peut bien performer, je pense, Igaman côté Lille. Et ça peut vraiment être très costaud. Aux côtés d'Olivier Giroud en plus, où tu as pris clairement une valeur sûre. On a vu que Koscielny l'avait appelé pour qu'il aille à Lorient. Au final, je pense qu'il a bien fait de retrouver le projet lillois et j'aime beaucoup ce que propose Lille sur cette saison. Et je les vois au podium, hein. On en reparlera après, mais je les vois clairement au podium, le LOSC. Dernier club européen avant de passer sur le podium de l'an dernier, Strasbourg. Le FC Chelsea qui a un effectif tellement dense. Il y a tellement de possibilités dans cet effectif. On est sur un mercato avec 85 millions d'euros de revenus et 120 millions de dépenses. Des gros départs avec Bakouas qui change beaucoup de choses et Habib Diarra, avec également Mamadou Sarr dans le blanchiment d'argent fait avec les Blues. Bakoua perdu en fin de mercato, c'est assez costaud quand même, c'est vraiment un très bon joueur. Habib Diarra, tu l'as grosso modo remplacé vu tout ce que tu as acheté. Et petit tour d'effectif, mais ouais, c'est costaud, hein. Penders dans les cages. Mamadou Sarr, Doucouré, Abakar Stila, il y a de la qualité partout, c'est jeune en plus. Koulibaly qui arrive de Dortmund. Pas mal de monde, Ben Chilwell, transfert un petit peu surprenant quand même, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un nom si performant du côté de notre Ligue 1. Mais écoutez, Chelsea l'a lâché, bon, on va voir si son corps va un petit peu le laisser tranquille maintenant qu'il arrive en Ligue 1 du côté de Strasbourg. Au milieu, c'est assez dense. Valentine Barco, ça peut être pas mal. Raphaël Louis, voilà, encore une fois plein de jeunes. Donc on va voir un petit peu comment Rossignol va animer tout ça. Devant, Moreira et Nanasi n'ont pas bougé. T'as pris Enciso qui est un très bon coup à Brighton. Kendry Paes également qui va avoir du temps de jeu, je pense. Félix Maréchal, une saison de plus, là aussi curieux. Et devant, t'as de la qualité avec Emega notamment. Et Panicelli pris du côté d'Alaves.
Un effectif vraiment sympa. Maintenant, il va falloir trouver comment animer toute cette bande de jeunes. Je pense que Rossini aurait été un bon coach. Mais on est sur un effectif qui a 22,4 ans de moyenne d'âge. C'est une partie FM, hein, clairement. Mais je pense que ça va être un sacré enjeu. J'ai oublié de parler de Galadoué, évidemment, qui n'est pas parti. Qu'on aurait peut-être pu envisager au Paris Saint-Germain notamment. Mais ça ne s'est pas fait. Mais je pense que Strasbourg, ouais, le gros enjeu, ça va être l'animation de tous ces jeunes. Et voilà, hein. J'ai du mal à les voir podium au top 4, même s'ils seront candidats au top 4, je pense. Mais je vois quelques clubs devant, mais ça va encore être une belle saison côté Strasbourg, parce que même si on peut ne pas du tout apprécier, et j'en fais partie, ne pas du tout apprécier cette multipropriété excessive, bah, en fait, sportivement, c'est intéressant, parce que t'es jeune à développer, et c'est toujours appréciable de voir des jeunes talents performer. Et je pense que ça va bien performer côté Strasbourg. Voilà pour la course sur l'Europe. Et il ne reste plus que 3 clubs, vous l'aurez compris. PSG, Monaco et l'OM. Allez, on termine et on va commencer par le PSG, le champion en titre, qui a vécu du coup la plus belle saison de son histoire avec cette Ligue des Champions. Et un PSG qui, mine de rien, ne s'est pas trop renforcé cet été, hein. J'ai un peu peur de la saison gueule de bois pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis pas le plus rassuré par ce qu'a proposé le PSG sur le marché des transferts. Notamment Donnarumma qui est parti. Bon, c'est un choix de gardien, ça peut être discutable. Donnarumma qui avait fait 6 très bons mois de janvier à juin. Ça peut être discutable. Maintenant, si Luis Enrique a les idées claires à ce niveau-là et qu'il voulait un gardien avec un bon jeu au pied, c'est acceptable, je trouve, et c'est tout à fait recevable. C'est dommageable, c'est sûr, parce que on est resté sur des très belles images de Donnarumma. Et s'il n'est pas là, clairement, le PSG ne prend pas la Ligue des Champions. Mais s'il y a projet à long terme, je peux entendre le choix de Luis Enrique. Tu t'es aussi débarrassé de quelques points morts. Asensio, Soler, Skriniar. Kolo Muani est parti en fin de mercato après du côté de Tottenham et pas à la Juve. Et t'as pris Ilyas Zabarni. J'ai bugué. Ilyas Zabarni à Bournemouth avec un beau petit chèque de 63 millions d'euros. Et du coup, Lucas Chevalier qui arrive du LOSC, 40 millions d'euros, qui est en gardien numéro 1 du coup, qui passe devant Safonov évidemment. T'as pris également Renato Marine de la Roma. Donc voilà, t'as renouvelé tes cages, grosso modo côté Paris Saint-Germain. Sur ta défense, on va dire que tu as assuré le remplaçant à long terme à Marquinhos. On va voir maintenant à Zabarni ce que ça va donner sur toute une saison, parce qu'il reste jeune malgré tout, 23 ans, même si je crois qu'il a déjà plus de 50 sélections avec l'Ukraine, ce que j'ai cru comprendre quand ils ont joué l'équipe de France. Je crois qu'il me semble que c'est ce que j'ai entendu, ce qui est assez conséquent quand même à 23 ans, mais c'est un joueur qui performait très très bien du côté de Thierry, mes chers Thierry de Bournemouth. Mais ça peut être sympa, aux côtés de Pacho notamment. Il y a de belles choses à tenter, je pense, en défense côté Paris Saint-Germain. Maintenant, tu t'es pas renforcé sur tes latéraux, ce qui était pour moi un élément crucial. T'as pas forcément de vrai backup à Hakimi. T'es un peu obligé de faire du bricolage avec Neves, avec Zahir Emery. Je suis pas le plus emballé par cette idée-là. Côté gauche, Nuno Mendes, même s'il est un peu moins embêté par ses problèmes physique, ça peut revenir à tout moment, sachant que tu as Lucas Hernandez derrière qui n'est pas non plus le plus solide. Donc attention à ce niveau-là côté PSG. Sur ton milieu, tu as de la qualité, mais là aussi, est-ce qu'un ou deux mecs en plus, ça n'aurait pas fait de mal, même si tu as des gars qui sont capables d'enchaîner. Vitinha, Joao Neves, Zahir Emery en 12e homme, on va dire, peut-être aller en 13-14e parce qu'il y a quand même du gros monde. Mais Zahir Emery qui est un peu ton 4e milieu, on va dire. Ouais, c'est pas mal, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu besoin d'aller chercher un gars en plus, sachant que Fabien Ruiz là actuellement est blessé. Bon, je pense pas que ce soit une grosse blessure. J'ai pas trop suivi qu'est-ce qu'il a Fabien Ruiz pour le musculaire, donc ouais, c'est rien de grave. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu besoin d'aller chercher un mec en plus? Ça aurait été pas mal, même si tu as Mayoulou qui a montré de belles choses avec Mbaye également. Je pense qu'aller chercher 1 ou 2 millions en plus, ça aurait été cool. Et pareil devant, parce que là tu te retrouves voilà, typiquement avec Dembélé et Doué blessés. Deux situations qui ont fait beaucoup trop de bruit à mon goût. Mais là tu te retrouves avec deux blessés. Tu as Gvara, Barcola, Kanglini et Ramos. Ça fait du coup 3 titulaires et un seul remplaçant. Tu as moins de cartouches offensives. Ça joue, notamment tu vas avoir le Barça à la fin octobre. Tu auras l'OM également Classico.
Ça joue quand même sur ce genre de rencontre, et en fait, t'es vite limité, je trouve, côté PSG. Et attention à la saison post en plus Coupe du Monde des clubs où t'as pas eu beaucoup de prépa. Les organismes sont fatigués et il va falloir surveiller cette saison côté PSG. Je dis pas que tout va s'effondrer du jour au lendemain. Je dis pas que ils sont pas capables de pas faire un back-to-back en Ligue des Champions. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout rafler encore cette année. Mais tu peux vite te retrouver dans la mouise, je pense, côté PSG. Et bon, c'est évidemment mes favoris en Ligue 1. Mais attention à bien gérer le double calendrier. AS Monaco, va falloir être exigeant avec l'AS Monaco, comme le dit très bien Walid Acharchour. Il a vraiment raison d'être exigeant avec ce club qui doit ambitionner beaucoup mieux et pas se contenter du minimum. À 18h, on va surveiller sa saison parce que je ne suis pas le plus convaincu par le coach. Il a intérêt à montrer de belles choses, montrer de meilleures choses de son effectif qui est vraiment costaud. Sachant que tu as bien encaissé en plus sur ce mercato, tu as plus de 100 millions de balances positives, donc c'est pas mal pour les caisses du club, mais tu as quand même pas mal de gros départs. Ben Seguir, Stingo, Matsima, Magassa, Mbolo. Et si on se projette un peu plus, tac, Jacobs, Boisbré ou Matsima, et ben Myron Boadou qui est enfin parti, et Mayeki qui est parti à Brest. Donc pas mal de départs. Et des arrivées, on peut s'interroger. Paul Pogba, évidemment, Ansu Fati, Eric Dyer derrière, Radeki. C'est un drôle de mercato côté Monaco. Bon, heureusement que tu as une structure assez solide. Philippe Cohn, t'as un duo de gardiens, je suis pas le plus emballé. Je suis pas le plus emballé. En défense, soit c'est fragile, soit on peut se questionner. Thilo Kehrer, Maouissa, Salissou. Caio Henrique, Ouattara, Vanderson, Tézé sur les côtés, c'est plutôt pas mal. Au milieu, heureusement que tu as gardé Denis Zakaria, qui est clairement ta pierre angulaire et un de tes meilleurs joueurs. Aux côtés de Lamine Camara, je pense que ça peut être une belle saison pour eux. Et forcément, l'interrogation Paul Pogba. Quid de Pogba, je ne sais pas. J'aimerais avoir la réponse, mais seul le terrain nous le dira. Et devant, tu as quand même du beau matos, toujours Golovin, toujours Minamino. Crépin-Diatta toujours là, Mika Biret, première saison pleine, j'en attends beaucoup de Mika Biret, je pense que il va falloir performer côté Mika Biret, garder ce rythme qui avait été très costaud de janvier à mai. Folarin Balogun, là aussi, j'espère qu'il va faire une belle saison, il est niqué en sortie de banc, ça va être assez sympa également. Et j'attends une grande saison de Marnès Akliouche, un de mes favoris, je pense, pour le titre d'MVP cette année, essayer de donner un petit prono. J'espère qu'il va proposer une grande saison. Il a une carte à jouer pour l'équipe de France avec la Coupe du Monde. Et à 23 ans, ça peut être son équipe. Là, il peut nous montrer de grandes choses avant peut-être un gros mouvement l'été prochain qui n'est pas arrivé cet été, justement. Donc, à lui de nous montrer de belles choses, à lui de guider l'AS Monaco vers de grandes choses également. Et va falloir être vraiment exigeant avec cette équipe qui, je trouve, se contente un petit peu trop du minimum. Tout le contraire de l'Olympique de Marseille, qui est, je pense, dépassé par l'importance du club et la religion qu'est l'Olympique de Marseille. Et même s'il faut vraiment respecter ce club et il se passe quelque chose quand on parle de l'OM, je pense qu'il faut aussi laisser du temps et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Même si Roberto De Zerbi, c'est sa deuxième saison, même si tu as encore un mercato où ça a énormément bougé, je pense que l'OM, c'est un projet qui, même s'il y a des sorties comme Roux, Rabiot, ce qui s'est passé, ça allait beaucoup trop loin. Je pense qu'il faut il faut accompagner ce club. Et je pense qu'il pourra se passer de belles choses à terme. Certes, c'est un club. Dès qu'on en parle, les débats s'animent très très vite, on a tendance un peu à rabaisser beaucoup de choses. Mais mine de rien, ils ont fini deuxième l'an dernier, ils sont de retour en Ligue des Champions. Ils ont encore un effectif sympa, même si je vais vous parler un petit peu de mon analyse, j'ai un petit peu quelques doutes. C'est encore une belle saison qui va arriver pour l'OM, je pense. Et il faut garder confiance et sérénité en ce que peut proposer l'Olympique de Marseille. Sur ce mercato, on aurait pu attendre peut-être un peu plus de stabilité, mais chose étant que tu as dégagé des poids morts et tu as été obligé de recruter en conséquence. Au gardien, tu as gardé Rouli, très bonne chose, ça n'a absolument pas bougé à ce niveau-là. Ta défense a énormément bougé à ce niveau-là, par contre. J'ai dit 2 fois à ce niveau-là, ça n'avait aucun sens. Bref, t'as pris Pavard en fin de mercato,
Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool avec Naïef Aguerd, Medina, tu as pris des joueurs d'expérience qui ont tous plus de 25 ans et qui vont devoir performer de suite, donc c'est vraiment très bien aux côtés de Balerdi. Egan Riley, on voyait de belles choses jusque-là. Bon, il a pris un rouge sur le dernier match face à l'OL, c'est dommage. Mais je pense qu'avec ces gars-là autour de lui, ça peut être pas mal. On va voir aussi si De Zerbi va repasser à 3 derrière. Ce sera leading là, sur les prochains matchs et sur les prochains mois globalement. Emerson, latéral gauche, joueur d'expérience là aussi qu'on avait vu à l'OL, donc ça va être une bonne recrue. Sachant que sur tes latéraux, tu as aussi de l'expérience avec Ulises Garcia, Murillo et Lirola. Et globalement, tu as une défense expérimentée et je pense que c'est pas une mauvaise chose côté marseillais, de ne pas avoir que des jeunes. Certes, c'est des paris et il faut que ça performe, mais je pense que si tu veux te renouveler et aller t'inscrire à moyen terme sur 2-3 saisons, je pense que c'est un pari intéressant. C'est un pari pas mal. Sachant qu'au milieu, tu as un petit peu plus de jeunesse avec Vermeuren que tu as pris sur la fin du mercato en prêt. Højbjerg, Kondogbia, O'Reilly pris en prêt, ça aussi c'est pas mal. Bilal Nadir qui va pouvoir progresser. Angel Gomez, très bien, ça a pris libre en plus. Donc très bien, joueur qui connaît la Ligue 1. C'est pas mal cet entrejeu olympien. Là aussi, à voir si tu vas repartir sur un 4-2-3-1, sur un milieu à 3, je ne sais pas. Mais à voir. Bon, tu as perdu Rabiot, mais je pense que tu peux compenser son départ en trouvant la bonne formule. Et devant, est-ce que tu as vraiment ce facteur X côté OM? Sachant que Greenwood, même si je n'ai absolument pas envie de parler de ce joueur pour des raisons évidentes, sportivement, je parle purement sportivement, il t'a apporté de bonnes choses l'an dernier. Il va falloir qu'il soit encore au niveau cette année si l'OM veut ambitionner de bonnes choses. Igor Paixão, je me pose des questions. Est-ce que vraiment investir 30 millions sur un joueur comme ça, c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Maintenant, à voir ce qu'il pourra proposer sous le maillot de l'OL. Ahmed Traoré, ça peut être sympa, ça peut performer. Au Serrois l'an dernier, c'était pas mal. À voir ce qu'il pourra amener dans le contexte olympien. Devant, tu as pris Mopé définitivement. Tu as ramené Aubameyang, pas mal en termes d'expérience. Tu as des jeunes avec Robinho Vaz et où est-il? Bakola. Ici, il est là, Bakola. Donc pas mal à ce niveau-là. C'est cool d'avoir des jeunes olympiens qui restent à l'OM et qui peuvent performer. Et un joueur dont on entend beaucoup et que j'aime beaucoup également, c'est Amine Gouiri. Et j'espère qu'il va performer parce que vraiment c'est un joueur que j'apprécie. Et il peut proposer une belle saison. Maintenant, moi mes questions autour de l'OM, c'est tactiquement comment tu vas t'orienter maintenant avec le départ de Rabiot, comment tu vas compenser ça? Est-ce que tu restes sur ce 4-2-3-1? Est-ce que tu repasses à 3 avec les achats que tu as fait derrière? Est-ce que tu passes sur un 4-3-3? Je sais pas, je sais pas, je me pose des questions à ce niveau-là. Est-ce que De Zerbi va maintenant digérer cet incident du premier match face à Rennes et bien animer ses hommes et construire un effectif à long terme? Est-ce que ta structure va aller mieux, va repartir de l'avant après ce qui s'est passé? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut maintenir le cap et l'ambition côté marseillais et gérer au mieux ce double calendrier avec la LDC, profiter de cette belle saison, des réceptions de Liverpool et du déplacement au Bernabeu. Tu as des belles rencontres, tu auras des belles soirées et je pense qu'il faut être positif et ambitieux sans trop l'être non plus parce que chaque chose en son temps et il faut être patient. Il faut être patient. Même si on veut voir ce club performer, il faut être patient avec l'OM, je pense. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur notre chère Ligue 1. Les pronos, évidemment, Paris Saint-Germain champion. J'ai envie de tenter un LOSC deuxième cette saison, parce que je pense que l'OM et Monaco, sur des saisons LDC comme ça, qui vont leur prendre de l'énergie, ça sera compliqué d'alimenter un double calendrier. Peut-être si en plus tu dois aller chercher un barrage en LDC, voire des huitièmes, tu vas perdre de l'énergie. Donc, dans une saison européenne comme ça, je vois bien le LOSC tirer un peu son épingle du jeu avec son superbe effectif et aller chercher une seconde place. Ce serait mon petit prono à date. Ouais, ce serait mon prono à date. Et pas mal, ce serait cool pour Genesio. Je vois quand même l'OM 3ème et Monaco 4ème parce qu'il ne faut pas non plus abuser et aller trop dans des spéculations abusives.
5 et 6 et 7. Bah, Lyon et Lens, je les sens bien. Je les sens bien. Et Strasbourg. En vrai, dans les 7 que je vous ai présentés pour la course à l'Europe, je trouve que c'est des candidats vraiment ultra sérieux. Et après, derrière, bah, Nice, pour moi, ça sera hors top 10. Je vais être un peu dur, mais Nice, j'y crois pas du tout. Brest, ça peut être 9 ou 10e. Auxerre, pareil. Toulouse et Nantes aussi également. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait qu'il manquait un club. J'en avais pas parlé, le Stade Rennais. On va finir par analyser le Stade Rennais, qui est un candidat au top 8, hein, clairement. Habib Beye, du coup, sa première saison pleine, qui avait réussi à plutôt de belles choses de janvier à mai. Ouais, je suis désolé, j'ai complètement oublié de parler du Stade Rennais, que j'avais mis dans la course à l'Europe en plus. Le Stade Rennais, du coup, qui a forcément du coup pas mal bougé cet été. Le départ de Kalimundo, Truffert, Assignon, Matusiwa, donc tu perds quand même des gars qui étaient là depuis quelques temps. Ce qui te permet d'encaisser quasiment 100 millions d'euros. Mais tu as aussi pas mal réinvesti. Au niveau de l'effectif, bon, Samba, Alemdar, au cage, c'est costaud. Tu as pris Lilian Brassé en défense. C'est parti sur une défense à 5 pour l'instant, on verra à terme. Mais il y a des joueurs vraiment intéressants, notamment Jérémy Jacquet qui peut faire une superbe saison, je pense. Donc on va le suivre, lui, clairement, on va clairement l'accompagner. Aïboudlal qui a pris un rouge malheureusement au premier match contre l'OM. Mais lui aussi, il peut vivre une belle saison, je pense. Quentin Marlin qui démarre bien. Lui aussi, ça peut être vraiment cool dans ce rôle de piston. Je pense que ça lui convient bien. Avec Frankowski en opposé. Donc ça peut être pas mal, je pense, cette paire-là de piston côté Rennais. Ton entrejeu est ultra costaud par contre. Rongier, Camara associé à Seko Fofana, c'est vraiment solide. Donc sacrée paire de milieu, hein, franchement, côté Rennais. Et devant, Ludo Blas, ça marche bien, je trouve, pour lui sur ce début de saison. Moussa Tamari qui avait fait un énorme match face à l'OM. Et tu as pris sur cette semaine de mercato Brel Mbolo et Esteban Le Paul, avec également Kader Meite qui est là et Yildirim. Ça fait un secteur offensif assez sympa et je pense qu'Ali Bey peut proposer de belles choses. Le club a pris 4 points en 3 matchs et bon, on va pas s'emballer, je pense qu'il va falloir être un petit peu patient côté Rennais. Mais je suis assez ambitieux côté Rennes, hein. Et pour continuer mes pronos, ben, ça me surprendrait pas de les voir top 7. Hein. Ça me surprendrait pas de les voir peut-être déloger un Strasbourg ou un Noël si ça devient un petit peu trop compliqué. Mais ouais, je vais dire attention au Stade Rennais. Hein. Je vais clairement dire attention au Stade Rennais. Hein. Je les vois clairement top 10. Et ça me surprendrait pas de les voir venir embêter un club du temps pour l'Europe. Et ouais, j'aime beaucoup Rennes. Je pense qu'il va clairement falloir les surveiller cette année. Et bon, une fois que j'ai rattrapé ma bêtise, on peut revenir sur les pronos avec Toulouse et Nantes qui peuvent être des candidats aussi assez embêtants au top 10. Mon ventre mou, Auxerre, Brest, OGC Nice, Paris FC. Et après en bas, Lorient, Angers, Le Havre et le FC Metz. Voilà grosso modo ce que j'en pense. Et voilà, ça me permet de conclure nos previews 2025-2026. Pas mal de taf qui a été fait avec tout ça, une fois qu'on a fini de balayer les 5 grands championnats, et assez content d'avoir pu vous proposer tout ça. Ça permet de pas mal se renseigner sur les clubs, et aussi de se rendre compte que même si on regarde du foot tous les jours, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mine de rien, et ça fait pas de mal aussi de rattraper un petit peu tout ce manque de connaissances. Et même si je vous parle de tous les clubs et je suis pas un expert je suis un expert d'aucun club et même du club que je supporte, je ne me considère pas comme un expert. Mais je trouve ça intéressant de vous donner un petit peu mon avis sur, en tout cas mon ressenti sur tous ces clubs-là et de pouvoir un petit peu vous présenter ce qui s'est passé. Et ça permet d'entamer au mieux la saison. Nos prédictions, je vous en avais parlé, nos prédictions en vidéo, on les a tournées, on a eu un petit problème technique malheureusement. On ne pourra pas vous les sortir de suite et je pense même qu'il faudrait qu'on retourne la vidéo. Donc un petit peu dommage parce que c'était pas mal, il y avait eu des pronos assez osés. C'est un petit peu dommage, on aurait voulu vous les sortir avant le retour du football de club dès ce week-end. Je pense que malheureusement ce ne sera pas possible. Peut-être qu'on vous les sortira courant septembre, ça serait cool. On puisse vous les sortir courant septembre, même si la Ligue des Champions aura commencé. Au moins vous les aurez, au moins la vidéo sera existante et on pourra bien se moquer de nous en fin de saison prochaine.
Mais voilà, et c'est le début d'une grande saison de football, je pense. On va essayer d'être assez régulier, que ce soit sur des débriefs des champions, analyse de clubs, etc. Et même sur les autres sports, notamment NBA, je pense que, et Formule 1 aussi, je pense que on aura pas mal de contenu qui va démarrer sur YouTube. On va être assez régulier cette année, vous proposer une belle saison et essayer de faire un petit peu décoller notre chaîne YouTube parce que ça nous tient à cœur quand même de vous parler foot de cette manière, de vous proposer nos analyses, nos avis et des débats bien endiablés, je pense. On se tire pas mal la bourre déjà en privé et je pense que ça mérite une bonne vitrine en public des fois parce que il y a des avis assez désastreux et même des avis aussi très constructifs par moment, donc ça peut être intéressant. Je vous retiens pas plus les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie d'avoir suivi ces 5 previews et c'était vraiment un plaisir, je vous le répète. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous remercie à nouveau et je vous fais des bisous. Ciao.